Bonsoir à toutes et à tous, à celles et ceux qui sont présentes et présents dans la salle et à celles et ceux qui nous suivent depuis Facebook ou depuis notre site internet. Tout au long de notre rencontre ce soir, n'hésitez pas à nous poser des questions, à nous interrompre si nous ne sommes pas clairs, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en présentiel. Évidemment, toujours dans le respect et en attendant d'avoir le micro, sinon on nous entend pas. Tout au long de l'année, n'oubliez pas que vous pouvez poser vos questions 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur l'espace citoyen. Et pour celles et ceux qui ne sont pas à l'aise avec Internet, vous pouvez téléphoner à la ville au 03 26 69 38 38 de 9h à 17h du lundi au vendredi pour poser vos questions. Et puis dans la salle, vous avez Geoffrey qui est notre super patrouilleur. Si jamais vous avez une question qui n'a pas de rapport avec ce soir ou que vous souhaitez être plus privé, vous pouvez aller voir Geoffrey qui vous répondra avec plaisir. Pour en terminer avec les quelques précisions d'usage, il est donc temps de démarrer l'ordre du jour de ce soir. Comme toujours, nous avons des sujets importants. Nous traitons de thématiques qui concernent bien sûr le centre-ville puisque nous sommes sous la halle du marché couvert, mais également l'ensemble des Chalonnaises et des Chalonnais puisqu'il s'agira ce soir de parler de la fin des travaux du quartier Saint-Dominique et du début des travaux à l'inverse de la place Foch et le projet de réaménagement de la halle du marché. Sans plus attendre, Benoît, je te passe la parole pour introduire le premier sujet, les travaux à Saint-Do. Merci beaucoup Clémence, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci d'être présent en présentiel ou en distanciel sur cette réunion de conseil de quartier Centre-Ville et Vallée Saint-Pierre. Clémence a fait les présentations d'usage, donc je n'y reviens pas. On va effectivement parler beaucoup des travaux, des aménagements du centre-ville ce soir. Et on va commencer par le quartier Saint-Dominique et ce qu'on a appelé la percée Saint-Dominique notamment. Ce que je vous propose dans un premier temps peut-être, c'est de voir une petite vidéo pour vous rappeler grosso modo ce qui a déjà été fait avant qu'on en arrive sur ce qui va être fait. Alors voilà cette petite vidéo qu'on souhaitait vous présenter pour rappel. Alors, 2-3 mots complémentaires si vous le voulez bien. Premier point, cette percée c'est quoi? Juste pour mémoire, parce que c'est super intéressant je trouve, certains se rappellent peut-être qu'il y a quelques années, quelques longues années maintenant, nous avions fait ce qu'on appelle un hackathon. Un hackathon, c'est des étudiants d'écoles d'architecture, d'écoles d'ingénieurs, d'écoles de commerce, peu importe, d'universitaires bien sûr, qui forment des petites équipes entre elles, qu'on fait travailler sur tout type de sujets. Et là, on avait réuni une centaine de jeunes, si je ne dis pas de bêtises, avec plusieurs équipes pluridisciplinaires et encadrées par l'ENSAM, si mes souvenirs sont bons. Et ces groupes d'étudiants en urbanisme notamment, ou en architecture, on leur avait dit, ben voilà le centre-ville, qu'est-ce que vous nous proposez? Et parmi les propositions de ce hackathon, il y avait cette percée Saint-Dominique qui consistait à dire grosso modo, ben, on a une rue de la Marne, on a un quartier Saint-Dominique en parallèle et finalement le quartier Saint-Dominique empêche des transversales qui permettent de passer grosso modo du quartier de l'École des Arts vers la rue de Marne, vers la cathédrale et l'autre partie de la ville. Et donc il nous avait dit, ben, ce serait bien à un endroit X ou Y de couper le quartier Saint-Dominique pour créer une nouvelle rue, une nouvelle percée permettant de meilleurs passages
d'un quartier à un autre quartier du centre-ville. Alors au départ, quand on a vu ça, on s'est dit mais ils sont dingues, parce que faire une percée, ça veut dire détruire un paquet d'immeubles. Et puis finalement, on s'est dit bah c'est pas dingue, c'est même très malin, très astucieux. Donc on a repris cette idée à notre compte et on a réalisé cette percée Saint-Dominique. Donc pour rappel, concrètement, c'est 108 logements qui ont été démolis pour faire cette percée Saint-Dominique. Et puis tout le quartier qui va être totalement réhabilité. Vous allez voir les images dans quelques instants. Tout le quartier qui va être complètement réhabilité puisque les immeubles restants eux-mêmes font l'objet de gros travaux, soit d'aménagement intérieur, soit d'aménagement extérieur, permettant de changer radicalement la vie, la vue, l'image qu'on peut avoir de ce quartier Saint-Dominique. Donc la vidéo, on l'a passée, si je ne dis pas de bêtises, ou il a une seconde? Ah ok, d'accord. Okay. Alors, 2 mots peut-être maintenant sur la prochaine partie des travaux, ce qui est en cours. Donc vous avez vu, probablement pour ceux qui sont passés récemment, rue de Marne, au coin justement de la nouvelle rue qui a été créée, qu'on a 2 immeubles en cours de construction. Ces 2 immeubles qui comprennent en tout 19 logements vont nous permettre en fait de créer une rue. Pour l'instant, on a créé la voirie. D'un côté de cette rue, on a la nouvelle école qui s'est installée, INEMA. Mais de l'autre côté de la rue, il faut créer ce qu'on appelle un front urbain, c'est-à-dire des immeubles qui structurent la réalité de la rue. C'est en cours, ils sont en construction. Le chantier a démarré début 24 et le chantier en question devrait s'arrêter probablement fin d'année 2025. Et puis il y a à l'intérieur de l'îlot des réhabilitations qui sont prévues dans le prolongement de l'INEMA rue Cosmoclose avec la réhabilitation des logements en question. Voilà très rapidement présenté ce qu'on voulait vous réexpliquer sur cet îlot dit Saint-Dominique. Est-ce que vous avez des questions dans la salle ou sur Internet? Allez-y. Attendez, 2 secondes, on vous amène le micro pour qu'on puisse vous entendre également sur les réseaux. Oui, pardon. Vous avez dit 108 logements en moins, 19 uniquement dans l'immeuble qui fait le nouveau coin de rue. Combien de logements à la fin du projet il y aura en plus, au moins par rapport au début? Alors, il y a les 108 logements détruits, 19 construits. Pour l'instant, sur les immeubles détruits, c'est là qu'on a fait la rue et c'est là qu'on a mis l'INEMA. Donc on ne va pas reconstituer les 90 logements qui font le solde des 108 quand on enlève les 19. Et j'irai même plus loin puisque sur les immeubles, sur les nouvelles restructurations, cette fois-ci d'immeubles existants, il y en a un dont on va grosso modo araser, donc baisser la hauteur. Et donc vous avez un immeuble qui fait 8 étages de haut, on enlève 3 étages pour essayer d'avoir une forme qui corresponde mieux à l'ensemble de la typologie du quartier. C'est ce qu'on va faire. Donc on va plutôt avoir tendance sur ce quartier-là à réduire encore le nombre de logements. Donc pour l'instant, moins 108, remplacé par une rue, par l'école, plus 19. Donc en gros, ça fait 90 en solde négatif. Et on va plutôt en détruire encore, j'ai pas les chiffres en tête, mais ça doit être une dizaine, en coupant 2-3 étages, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc on va plutôt avoir vocation encore à descendre et on ne reconstituera pas sur site des logements supplémentaires. Alors dans d'autres quartiers, ça fait partie des programmations qu'on peut avoir de construire des logements ailleurs en ville, mais on n'est pas, si c'est ça votre question, dans ce qu'on appelle les reconstitutions en rue, puisqu'on n'est pas dans un quartier en rue. Concrètement, ça veut dire quoi ? Quand vous faites une opération de renouvellement urbain, comme ce qu'on a fait avec Verbeau, ce qu'on a fait Rive Gauche, ce qu'on va refaire Rive Gauche, que j'espère on fera sur Schmitt, c'est un contrat qu'on passe avec une agence nationale qui s'appelle l'ANRU, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, dont le métier est de financer des grosses transformations de quartier. Quand on fait ça, ces agences nous disent vous devez, si vous détruisez 400 logements, vous devez en reconstituer X%. Dans les zones où il y a besoin de beaucoup de logements, ils demandent 1 pour 1.
Dans des zones comme les nôtres où on a moins besoin de logements, je crois que le taux est de 0,35 si je ne dis pas de bêtises. Donc ça veut dire que pour 100 logements détruits, il faut qu'on en reconstitue 35, en général en dehors du quartier. C'est ça à peu près le schéma. Dans ce projet-là, c'est un projet 100% ville de Châlons. Ce n'est pas un projet en rue, donc on n'a pas cette obligation de reconstitution de l'offre. D'autres questions? On n'a pas de questions en ligne sur ce sujet. En revanche, on a une question qui était sur la plateforme juste avant donc la rencontre de quartier de Dominique. Est-il prévu de faire un fléchage directionnel au sol à l'intersection des allées Paul Doumer, avenue de Metz, rue des Vieilles Postes, etc., là où se trouve le magasin Picard? Cet endroit est hyper dangereux. Alors, on s'est assez éloigné du quartier Saint-Dominique, ouais. Mais c'est le principe même des questions ouvertes qui sont évidemment possibles de poser sur Internet. Donc la réponse est simple, oui, il y a une reprise du marquage qui va être fait dès cet été. Eh bien, je vous propose de passer au deuxième sujet de notre soirée, à savoir la place Foch. Et je te redonne tout de suite la parole. Merci beaucoup Clémence. Donc deuxième sujet sur le centre-ville, la place Foch. Place évidemment emblématique de Châlons. On a deux grandes places emblématiques en centre-ville, hein, la place de la République, la place Foch. Quand on regarde cette place Foch, on a un déséquilibre entre un côté de la place et l'autre côté de la place. Il y a un côté de la place qui vit bien et un côté de la place qui vit mal. Il y a plein de raisons à ça, notamment une raison d'ensoleillement. Il y a une partie qui est plus ensoleillée que d'autres et qui donc génère évidemment des commerces plus nombreux d'un côté que de l'autre. Alors, quand on regarde la place en question, pardon, une petite précision, cette place, il faut avoir en tête qu'elle est classée, donc on ne peut pas faire ce qu'on veut sur la place. Il faut qu'on respecte sa forme carrée, il faut qu'on respecte en gros l'espèce de percée qu'on a en gros de la rive gauche, de la gare, Notre-Dame, pardon, pas Notre-Dame, la cathédrale, puis l'hôtel de ville. Donc on a vraiment une route qui doit être respectée, et puis l'encadrement de l'hôtel de ville par cette place qui doit être respecté, c'est normal, et on le fera bien évidemment. Mais nous, notre question, c'est de se dire, on a aujourd'hui une moitié de place qui vit et une moitié de place qui ne vit pas. Comment on fait pour rendre beaucoup plus vivante la seconde partie de la place en question? Ce que nous avons, c'est que vous avez probablement en tête que derrière le front urbain, là où il y avait l'ancienne Médina, le restaurant, derrière ça, on a une église. Et donc, on est très rapidement bouché en capacité de travaux. Et quand on regarde la largeur des immeubles que nous avons là, ils sont très peu larges. Il y a même des largeurs qui sont à 2 mètres. Voilà. Et donc, on a beaucoup de difficultés à occuper ces bâtiments-là, tout simplement parce que mettre des commerces au rez-de-chaussée de ces bâtiments-là, quand vous avez une largeur de 2 mètres, ben ça passe pas. Et donc, on n'arrivait pas à réhabiliter cette place en question. Donc, on a travaillé en plusieurs temps. Le premier temps, c'est que nous avons racheté, nous, ou plutôt l'ancienne OPH, devenue l'ancienne Office public de l'habitat, devenue Novabitat. On a racheté les immeubles. En gros, après le coiffeur, jusqu'à la Médina comprise, on a racheté toute cette partie des immeubles-là pour en avoir la propriété foncière et pour pouvoir porter un projet sur ces bâtiments. L'idée était de faire des commerces au rez-de-chaussée et des logements au-dessus. Mais pour pouvoir faire des commerces et pouvoir les commercialiser, pour qu'il y ait des commerçants qui prennent ces bâtiments-là, encore faut-il qu'on arrive à leur redonner une largeur. C'est là que ça se complique et c'est là où vous allez commencer à voir quelques petites images. L'idée, c'est de se dire comment on arrive à épaissir le bâtiment. Vous avez bien compris qu'on ne pouvait pas le faire par l'arrière du bâtiment puisqu'on a l'église, donc il faut le faire par le devant. Mais pour le faire par le devant, il faut qu'on maintienne l'esprit d'une place carrée. Si j'épaissis, je perds mon carré, et donc à ce moment-là, je ne respecte pas le classement de la place en question. Raison pour laquelle nous avons imaginé un dispositif en transparence,
avec un rappel de l'autre côté. Quand je dis un rappel, c'est pas une construction, mais c'est en gros je sais pas si on le voit sur la photo, je sais pas comment appeler ça, mais une espèce d'ombrière qui sera de l'autre côté de la place, qui permettra de respecter l'équilibre de la place, de garder le format carré de la place et d'avoir un parallélisme des formes entre les deux parties de la place. Donc une partie construite et une partie juste pour rappeler la construction qui aura été faite en face. Et cette construction nouvelle, sur le côté sud, donc sur l'aile sud de la place en question, se fera en transparence, c'est-à-dire avec beaucoup de verre. Donc effectivement, là encore, on limite le côté détruire, c'est pas détruire parce que c'est pas le bon terme, mais pour garder l'esprit de cette place tel qu'il est originellement parlant, ses hauteurs, ses formats, enfin, etc., etc., etc. Bon. Donc voilà à peu près où on en est. Donc on a bien avancé, le projet maintenant il est arrêté. On a commencé des travaux cette année d'une première catégorie qui était de refaire les réseaux qu'on a en dessous. Donc ça c'est fait, c'est derrière nous. Là va commencer dans une quinzaine de jours, je crois, ce qu'on appelle le curage. C'est-à-dire en gros, on va maintenir les façades, mais on va à l'intérieur, grosso modo, tout taper, tout enlever, pour pouvoir reconstruire derrière, mais tout en maintenant les façades. Pourquoi il faut qu'on fasse ça? Parce qu'il y a sûrement un peu de désalimentage, un peu de trucs comme ça, mais surtout parce que pour nous simplifier la vie, les 4 immeubles qui existent là sont évidemment pas tous à la même hauteur. On n'a pas des planchers à la même hauteur. Donc si vous voulez faire des bureaux, des logements, du commerce, ce que vous voulez, il faut tout remettre à la même hauteur, ce qui évidemment ne simplifie pas la tâche. Donc voilà grosso modo l'enjeu de ce projet important. Je précise tout de suite une chose, l'avantage de ces travaux-là en centre-ville, c'est qu'ils ne vont pas embêter grand monde. Par rapport à tout ce qu'on a fait ces dernières années, où là on a embêté beaucoup de monde pendant beaucoup de temps, là ça ne concerne que la place Foch, c'est pas une voie circulante, donc on ne va pas embêter grand monde sur cette place-là. Et donc l'enjeu pour nous, il est simple, hein, un enjeu de patrimoine. Cette place est une place patrimoniale de Châlons, donc il faut qu'on en conserve son esprit tout en la modernisant. On a un enjeu de réutilisation de ces bâtis qui n'avaient plus d'usage, plus d'utilité, puisque les rez-de-chaussée commerciaux n'étaient plus utilisés, les étages n'étaient plus utilisés, donc on a un enjeu d'usage, du logement au-dessus, des commerces en dessous, et puis probablement aussi, on va retravailler la place en tant que telle, donc pas aussi lourdement que la place de la République, mais en ayant une place qui sera moins minérale qu'elle ne l'est aujourd'hui. On assume totalement la minéralité de la place de la République, totalement. Beaucoup de gens nous ont dit vous auriez pu mettre plus d'arbres, plus de etc., etc. Nous on assume, pourquoi? Parce qu'on a voulu une place modulable. Une place que l'on peut, quand il fait pas beau, quand il n'y a pas d'animation, une nappe de parking. Et le jour où on a besoin d'élargir les terrasses, de faire de l'animation musicale, de faire une animation commerciale, eh ben on peut très vite virer les bagnoles. Plus vous mettez d'obstacles à ça, des arbres, etc., 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 plus ça rend complexe cette modularité. Donc on assume d'avoir fait une place 100% minérale pour avoir une des deux places de Châlons qui soit une place d'événementiel, là encore, culturel, commercial, peu importe, avec peu d'arbres. Place Foch, c'est pas tout à fait le même usage de place. Donc là, on va pouvoir avoir une dimension moins minérale sur cette place-là. Voilà en résumé un peu long ce projet sur la place Foch. On a eu une question justement sur ce projet sur Internet. Quel type de commerce pourrons-nous retrouver dans les cellules place Foch ou au niveau de la percée Saint-Dominique, la personne n'a pas précisé? Alors, pas simple à dire. Parce que chacun aura évidemment en tête que ce n'est pas nous qui allons exploiter les commerces en question. Ce n'est pas notre métier. On n'est pas là pour devenir des commerçants et ouvrir nous-mêmes un commerce en disant qu'on va mettre nous-mêmes un restaurant ou je ne sais pas quoi. Donc en gros, le principe est très simple. On va faire ce qu'on appelle un appel à manifestation d'intérêt en disant « Coucou, bonjour, on va bientôt créer des cellules commerciales à tel endroit. Est-ce que ça vous intéresse pour faire tel type de commerce ?» Donc on peut orienter un peu les choses en disant bon, on préférait telle typologie de commerce que telle autre. Et là, on va probablement se diriger vers une offre qui tournera autour de la restauration.
Quel type? J'en sais rien, on verra bien. C'est pas défini pour les rez-de-chaussée de la rue pour Saint-Dominique, pardon. Pour les rez-de-chaussée, les deux commerces de rez-de-chaussée de Saint-Dominique, c'est pas défini, mais on va lancer ce type d'appel à manifestation d'intérêt. Alors, une petite précision. Pour la rue Saint-Dominique, c'est plurial. Donc l'organisation immobilière HLM de Reims qui est sur l'est de l'Île-de-France, grosso modo, qui va traiter cette partie-là. Donc c'est eux qui vont louer les commerces, puisque c'est eux les propriétaires. Là, l'opération qu'on fait sur la place Fosse, c'est la SEMCHA, la Société d'économie mixte de la ville de Châlons, qui est propriétaire des bâtis, qui fait les travaux, et donc c'est elle qui lancera les appels d'offres et qui donc louera à des commerçants. On va pas le faire tout de suite parce qu'on a, grosso modo, on doit avoir un permis de construire qui va être déposé dans les mois qui viennent. Il y a 6 mois d'instruction, on va dire. Ensuite, il faut faire les appels d'offres, etc., etc., puis les travaux. Donc c'est quelque chose qui est plutôt à 3 ans devant nous qu'à 6 mois devant nous. Et aucun projet commercial ne se décide aussitôt. Personne ne va dire « Ok, j'investis pour ouvrir éventuellement dans 3 ans ou 3 ans et demi mon commerce ». Donc c'est quelque chose qui se fait plutôt 12 mois avant. Et donc c'est pas simple à ce stade de répondre à la question qui est posée. On nous fait aussi remarquer sur Internet que la place Foch manque de verdure de fontaine et est très froide. C'est vrai. C'est vrai. Alors, est-ce qu'on va pouvoir mettre de la fontaine? J'ai des doutes. En plus, on a quand même, je vous rappelle, en sous-sol de la place Foch, une partie des caves médiévales qui ont été ouvertes sur la partie ZHV, mais dont on est à peu près sûr qu'elles se poursuivent sous la place Foch. On sait qu'on a des vestiges d'églises médiévales sous la place Foch, et donc on n'a pas du tout l'intention d'aller creuser. En gros, pour éviter ce qu'on appelle les fouilles archéologiques, on va juste, grosso modo, changer le pavage. Je suis caricatural, mais c'est à peu près ça. Mais donc, on va rien creuser. Et on veut surtout pas s'engager là-dedans, parce qu'on sait qu'on va trouver plein de choses. Donc, on va pas s'engager dans cette direction. Donc, l'idée d'une fontaine qui nécessiterait de creuser, on oublie. Premier point. Sur la végétalisation, c'est effectivement dans l'esprit du projet. Ça ne veut pas dire qu'on va mettre du gazon et des arbres sur toute la place. Là encore, ça reste une place qui restera dominante minérale, parce que c'est son histoire, parce que c'est son aspect patrimonial. Donc on ne pourra pas aller excessivement loin en la matière. Mais oui, ce sera une place qui sera plus verte après qu'avant. Est-ce que vous avez des questions dans la salle concernant Monsieur Vattel? Bonjour à tous. Juste une question technique, c'est la largeur de ce qu'on construit, enfin dans ce qu'on va faire. C'est-à-dire qu'on double, on met 2 mètres, 5 mètres, enfin, qu'est-ce qui est prévu pour l'agrandissement des cellules commerciales, puisqu'effectivement, sans ça, on ne pourra pas les commercialiser. C'est pas fichu pour ça. Alors, j'ai pas en tête le chiffre précis. Je pense qu'on double à peu près la largeur. Donc, on a peu ou prou un peu moins de 3 mètres. Donc j'imagine qu'on va retrouver à peu près 6. J'ai pas c'est ça? Bon, on va retrouver grosso modo 6. Donc on double à peu près l'existant, ce qui nous permet d'avoir une profondeur de cellules commerciales, nous permettant de commercialiser avec un total, me souffle-t-on, de 300-400 mètres carrés sur l'ensemble. Voilà. Donc là, on a de quoi faire une ou plusieurs surfaces commerciales en fonction du type d'appel d'offres qu'on lancera. Pardon. Pour la restauration. Alors, il y a du Larsen dès que tu parles. Oui, c'est ça, parce que il a peur que je pose des questions stupides. Ça, on le sait, on n'en a pas peur. Oui, mais je les garde pour tout à l'heure. La restauration, ça oblige à des contraintes d'évacuation et toutes ces choses comme ça. Est-ce que ça, on a la capacité de le faire sur l'arrière ou je sais pas? Oui, c'est bien évidemment prévu. C'est bien évidemment prévu dans le dispositif. C'est quand même l'orientation qu'on prend,
parce qu'on pense que c'est ça qui fonctionnera sur cet espace-là. Donc évidemment, c'est prévu dans le programme architectural. On a, il me semble, madame, au premier rang, qui avait une question. Vous avez dit que la place était classée. Je me demande si l'ABF, l'architecte des bâtiments de France, est d'accord pour qu'on fasse cette adjonction genre véranda, d'après ce que j'ai compris. Et d'autre part, on a un passage vers l'église qu'on empruntait. Moi, je me souviens l'avoir emprunté. Que va-t-il devenir? Alors, deux questions pertinentes, à la différence de celle de votre prédécesseur, bien sûr. Deux questions pertinentes. Est-ce que on va avoir l'autorisation de l'ABF? Je ne vais pas parler en son nom, parce que je ne suis pas ABF, mais on l'a évidemment consulté tout au long du projet. Et donc, sur l'ensemble des principes qui ont été proposés dans le cadre du concours d'architecture qu'on a lancé, on lui avait fait valider l'ensemble des principes. Bon. Parce que, évidemment, on n'allait pas lancer les études, un concours d'architecte, sélectionner un architecte, avec cette incertitude de savoir si l'ABF était d'accord ou pas d'accord. Donc, évidemment qu'il a été associé à l'ensemble des phases du projet, évidemment au choix, dans le cadre du jury, de l'architecte qui a été désigné sur la base d'esquisses, etc., etc. Donc, sur le principe, il est d'accord. Bon. Je dis bien sur le principe, ils ont validé sur le principe le projet. Maintenant, il va y avoir un dépôt de permis de construire avec tous les détails qui vont beaucoup plus loin évidemment que toutes les images qu'on vous propose là, avec tous les détails. Et bien évidemment, l'architecte des bâtiments de France sera de droit consulté et il émettra un avis favorable ou défavorable. Ça, c'est son libre arbitre, bien évidemment. On peut imaginer qu'au regard des consultations préalables qui ont été faites, de quelque part une forme, je dis bien une forme de co-construction qu'on a fait tout au long de nos réflexions avec l'architecte des bâtiments en France, on n'est pas trop de problème. Deuxième question que vous posez, c'est le passage, avec une porte d'ailleurs, qui permet d'entrer sur le côté, bien sûr, qui existe toujours. Alors, ce passage dit effectivement passage Saint-Alpin. On a évidemment l'intention de le préserver et de regarder comment on va le mettre en valeur. Donc, j'ai le souvenir que dans la cellule commerciale, on va avoir en fond de cellule commerciale, non pas grosso modo un mur, mais une vitre pour justement marquer ce passage-là et qu'on ait bien dans le projet architectural le rappel de ce passage Saint-Alpin, parce que l'idée n'était pas de le masquer et de l'oublier, parce qu'il existe, parce qu'il fait partie de ce patrimoine, même s'il n'est plus utilisé depuis belle lurette. Non, on ne pourra pas le réutiliser parce que si vous recréez un passage et qu'on le réutilise, ça veut dire qu'on casse en deux la cellule et là, commercialement, on se retrouve avec des cellules trop petites et donc ça ne marche pas. Donc l'idée a été de trouver un équilibre en disant il faut rappeler le passage en question, mais recréer le passage, ça veut dire qu'il faut recréer le porche. Donc ce n'est pas un problème en tant que tel sur le plan architectural, mais ça veut dire qu'on pète en deux la cellule commerciale et là on se retrouve avec un volume trop petit par rapport à une capacité pour quelqu'un de prendre la cellule commerciale en question. Voilà. Donc il a fallu trouver un équilibre et c'est l'équilibre qu'on a trouvé. Attendez, on va prendre le micro. Le passage à l'arrière de ces cellules, donc, il sera maintenu entre l'église et qui existe actuellement, qui est très étroit. Mais... Alors, on a effectivement un tout petit passage, très étroit, qui n'est d'ailleurs pas en état formidable. Il y a un peu de mérule, un champignon qui attaque la pierre derrière tout ça. Donc, on va évidemment curer tout ça pour que ce soit nickel, propre, etc., etc., etc. Bien évidemment. Et j'avoue que je n'ai pas la réponse à la question de savoir si on laisse le passage ou si on laisse le passage. Ok, donc on laisse le passage. De part et d'autre. Sabine va répondre à la question avec le micro, ce sera plus simple. Il s'agit du tour d'échelle et on est obligé de le garder pour l'accessibilité pratique. Alors, j'ai là d'autres éléments de réponse. Pour mémoire, ce passage Saint-Alpin a été créé au 19e siècle. Il n'est pas médiéval, donc il ne date pas du temps
de l'église en tant que telle, il date du moment où on fait la place. Premier élément complémentaire, c'est un élément d'information intéressant. Et effectivement, le petit passage étroit, comme l'a évoqué Sabine, on va le garder, notamment pour pouvoir entretenir, nettoyer derrière, et notamment pour préserver toutes les collectes d'eau pluviale qu'on a derrière. Donc on maintient le passage en effet. Monsieur Vattel. Une question plus rigolote. On prévoit l'achèvement en 2027. Est-ce que ça prend en compte les procédures que nous fera la Nouvelle-Calédonie ou pas? Voilà. Je n'ai rien pris en compte en la matière. Je ne sais pas si la question est rigolote, même si tout le monde sourit, donc a priori elle doit l'être. Moi le premier. Non, j'en sais rien. On verra ce qu'il en est. Voilà. Ça, ce sont les aléas de la construction, les aléas de l'ensemble aussi de projets. Heureusement, en droit français, on a le droit d'être contre un projet d'urbanisme, même si de temps en temps, on peut regretter un certain systématisme. C'est un peu moins le cas en ce moment, je trouve. Je ne vais pas m'en plaindre. D'autres questions là-dessus? Les commerces en général, même sur le plan national, est-ce que les biens commerciaux ont les loyers encadrés en France? Non, hein, ils ne sont pas encadrés. Dommage. Et deuxième point, la rue de Marne. Gros sujet qui... alors bon, d'accord, il y a la percée. Et avec la percée, est-ce que dans les années à venir, il sera budgété la rue de Marne, en sachant que la circulation sera moins problématique, on va dire, pendant les travaux de rénovation? Alors, sur la seconde question, la réponse est oui. Nous avons prévu, à la fin de l'ensemble des travaux de Saint-Dominique, de refaire la rue de Marne. On sait tous que la bande de roulement, elle est fatiguée, on va dire ça comme ça, qu'on l'a rustinée un tout petit peu, et donc oui, il y a besoin de la reprendre complètement. On n'a pas encore complètement défini, on n'a pas défini exactement ce qu'on voulait faire. On en rediscutera évidemment avec les commerçants concernés, avec les habitants concernés, pour voilà, penser ce qu'il y a de mieux. Parce qu'on va voir qu'on va avoir plein d'écoles différentes. Il y a des gens qui vont nous dire il faut remettre du parking et une voie de circulation, d'autres qui vont nous dire il faut tout piéton, d'autres qui vont nous dire il faut la moitié piéton, la moitié roulant. Donc on va avoir plein d'options possibles dans le cadre de ce travail sur la rue de la Marne qu'on n'a pas encore engagé. J'imagine que ça se fera dans les années 27-28, dans ces eaux-là, parce qu'il faut qu'on finisse, donc jusqu'à fin 25, les travaux que j'évoquais des immeubles. Donc difficile de lancer ça, même si on lancera la réflexion, probablement courant 25-26, avant de déboucher sur d'éventuels travaux de la rue de Marne. Et pourquoi je dis d'éventuels travaux? Puisque à partir du moment où ce type de projet-là enjambe l'année 26, et qu'en 2026, il y a, vous le savez, des élections municipales, comme ça ne se fera pas d'ici 26, ben ça veut dire qu'il appartiendra évidemment à ceux qui auront été élus en juin 26 de mener à bien ou pas ce projet. Nous, je pense qu'on va le préparer pour qu'on ait quelque chose d'à peu près figé à ce moment-là. Et puis ensuite, les travaux en tant que tels se feront probablement sur 27-28 dans ces eaux-là. Donc c'est prévu. Sur le premier point que vous évoquiez, l'encadrement des prix des commerces en France, non, c'est pas le cas. Il n'y a pas d'encadrement des prix commerciaux. Vous semblez le regretter, à voir ce que vous dites. Allez-y. Les centres-villes, hein, pas que Châlons-en-Champagne, mais en France en général, les centres-villes se vident. Alors, il n'y a pas que Internet. Hein. Une fois, vous m'avez fait la réponse, c'est à cause d'Internet. Il n'y a pas que Internet. Hein. Cocoon, par exemple, est un contre-exemple. Parce que non seulement il a un commerce, Saint-Martin-sur-le-Pré, et en plus, il développe l'Internet. Mais il y a surtout ce gros problème des loyers non encadrés qui, les loyers sont importants,
ça se répercute sur le prix des articles. Et donc forcément, la concurrence, les commerçants se font concurrencer par les grandes surfaces, Internet, etc. Donc voilà, d'où l'intérêt de ma question. Compris. Alors, vous avez raison. Il n'y a jamais une seule cause à un problème. Dire c'est juste Internet, c'est stupide. Sûrement, mais ça ne veut pas dire que j'étais intelligent. Mais il y a toujours une multitude d'interrogations et de problèmes qui vont générer des difficultés. Il n'y a pas une réponse à ça, c'est que Internet, ou c'est que le prix, ou c'est je sais pas quoi, c'est plein de choses. Bon, c'est des changements de mode de consommation, enfin c'est plein de choses qui font tout ça. Dans les convictions que nous pouvons avoir, nous, on est convaincus, et je vais vous donner quelques exemples, que si au centre-ville, on offre le même type de commerce qu'en périphérie, ou le même type de produit que sur Internet, on pense que c'est perdu d'avance. Et que l'expérience du centre-ville doit être différente. Que les services offerts par les commerçants doivent être plus riches, plus importants, plus intéressants que ce qu'on va trouver sur Internet ou en périphérie. Je vais vous donner un exemple. Il y a un magasin, dont je ne vais pas citer le nom parce que je ne suis pas là pour lui faire de la pub, mais Pixie Cuir en l'occurrence, qui vient de se réouvrir sur une cellule d'ailleurs qui qui a un peu le même esprit que ce qu'on a fait sur la place Foch. Donc c'est un bâtiment qu'on a racheté complètement, sur lequel on a fait tous les travaux et sur lesquels on a mis un locataire. Cet univers-là qui mixe quelque part l'artisanat, je fabrique un produit et je le vends sur place, est quelque chose où on a un service complémentaire qui est apporté au client. Je peux, sur mesure, faire ma ceinture, mon sac, je sais pas quoi, etc. Donc j'ai un service, une expérience qui est radicalement différente et que je ne trouverai pas sur Internet et que je ne trouverai pas en périphérie. Ben voilà, c'est cette direction-là peut-être qu'il faut prendre. Alors maintenant, sur l'encadrement des prix des commerces en tant que tel, alors, ça aurait pu être proposé à l'Assemblée nationale. Hein. Juridiquement, on pourrait faire une loi visant à l'encadrement des prix des commerces. C'est pas parce qu'on peut le faire que c'est intelligent de le faire. Il peut y avoir un avis différent de ce point de vue-là. Vous avez un avis qui consiste à dire que vous pensez que l'encadrement des prix des commerces est une bonne solution pour les centres-villes. J'en suis pas intimement convaincu. J'en suis pas intimement convaincu pour ce qui me concerne, parce que ça poserait d'autres types de problèmes, donc je ne suis pas convaincu. Juste un point quand même, ce qui est intéressant, notamment sur la rue de Marne que vous avez évoqué, au-delà des travaux, et puis sur l'ensemble du centre-ville, ce que nous, on peut constater, c'est que quand on regarde sur les 10 dernières années, le nombre de commerces vides en centre-ville, il y a 10 ans, et le nombre de commerces vides aujourd'hui, ce qu'on appelle le taux de vacances, ce taux de vacances, il est passé de 15% à 8%. C'est-à-dire que sur 100 commerces, vous en aviez 15 vides il y a 10 ans. Aujourd'hui, on en a 8%. Donc, il y a un progrès significatif en la matière. Grosso modo, on a divisé par 2 le nombre de cellules commerciales vides. Alors, là encore, qu'on soit bien juste sur tout ça, c'est probablement parce qu'on a fait beaucoup de choses pour le centre-ville. C'est probablement aussi parce qu'il y a des changements d'habitude de consommation qui fait qu'on peut espérer qu'un certain nombre de personnes commencent à se dire « bon, les périphéries, c'est sympa, mais j'ai envie de trouver autre chose dans les centres-villes ». Donc il y a plein d'éléments, là encore, qui font qu'il y a plutôt une réussite en centre-ville, qu'il y a moins de commerces vides. Donc ça va plutôt dans la bonne direction. J'espère qu'on va pouvoir continuer et avoir un taux de vacances qui se réduit encore. Si on pouvait atteindre les 4-5 points de vacances, il y a toujours un peu de vacances parce qu'il faut toujours un peu de rotation, ce serait une bonne chose. Est-ce que vous avez des questions encore concernant notre place Foch? Alors, si on n'a pas, je vous propose de passer... Pardon, je te prends... Pardon, excuse-moi. Bon, je commence à être habituée. Donc, je vous propose de passer au 3e sujet, à savoir le réaménagement de la halle du marché. Nous ne sommes pas ici par hasard. Et c'est Martine Lisola, adjointe en charge du centre-ville et du commerce, qui va nous le présenter. Merci Clémence, merci Monsieur le maire. Bonjour à toutes et à tous. Alors, la modernisation du marché couvert fait partie des projets du centre-ville que nous avons initiés depuis 2015. Vous avez en tête que nous avons rénové les Jarres, nous avons rénové la place de la République,
Monsieur le maire vous a parlé à l'instant de la percée Saint-Dominique, du projet Foch, et aujourd'hui nous sommes sur le projet de la rénovation, de la modernisation de la halle. C'est aujourd'hui donc l'heure de s'occuper de cette halle. Pourquoi? D'une part parce que le marché couvert, c'est ni plus ni moins une locomotive. Je te coupe. Tu peux te mettre là parce qu'on ne voit pas l'écran. Voilà. J'ignorais ce détail technique, pardon. Alors donc je disais, pourquoi aujourd'hui c'est le tour du marché couvert de mobiliser notre attention en termes de modernisation? Eh bien tout simplement parce que le marché couvert, c'est ni plus ni moins la locomotive du centre-ville. C'est une halle totalement attractive, elle est de qualité, elle est aussi classée, patrimoine protégé. Et cette halle, elle doit conserver tous ses caractères. Pourquoi? Parce qu'à la halle du marché, et monsieur Apparu l'a dit tout à l'heure, le centre-ville, c'est une expérience. Et je me plais souvent à dire que venir faire son marché dans la halle, c'est vivre une expérience. C'est quelque chose qu'on n'a pas en périphérie, qu'on n'a que ici. Et c'est la raison, je crois, pour laquelle ce marché a tant de succès. Alors elle doit le rester parce qu'on y trouve une offre locale de circuit court. Elle doit le rester aussi parce qu'elle nous permet d'avoir une offre que je dirais authentique. Benoît l'a dit tout à l'heure, le centre-ville, il y a des lieux uniques, des lieux puissants, des lieux patrimoniaux. Et la halle en fait partie. Elle est aussi un lieu d'échange commercial et comme je le disais, c'est un lieu d'expérience. Pour qu'elle reste tout cela, nous devons procéder à sa réorganisation. Deux raisons à cela. La première, depuis 1989, pour ceux qui sont ici depuis cette date, vous vous souvenez, nous avions rénové structurellement cette halle sous l'égide de M. Bourbrock. Et depuis 1999, nous n'avons pas fait de travaux. Je dis une bêtise, non? On est bon? Ah pardon, c'est un lapsus, 99. Nous avons fait des travaux lourds en 1999 et depuis, nous n'avons rien fait. Et comme tout bâtiment eh bien, qui reçoit du public, il est évidemment nécessaire de garder ce bâtiment en état. Donc, première raison à notre intervention, nécessité de, comment dirais-je, veiller à son bon état. Puis deuxième raison de sa modernisation, c'est qu'il faut absolument adapter le marché couvert aux nouveaux usages des consommateurs, aux besoins des clients, qui, ces besoins tout naturellement ont évolué. C'est pourquoi nous souhaitons procéder à la réorganisation de l'intérieur de la halle en faisant quoi? Premièrement, en repensant tout le mobilier de cette halle pour une meilleure modularité. Modularité, c'est un mot qu'on a utilisé tout à l'heure pour la place de la République. Ce mot s'applique également à ce lieu emblématique du commerce de centre-ville. Et cette modularité, elle nous permettra ni plus ni moins que d'avoir une utilisation de la halle agile, souple, évolutive. Certains parmi vous ont sans doute fréquenté déjà les apéros gourmands. Et vous avez pu constater que ce type de manifestation, par exemple, doit s'accommoder de mobilier fixe, pas toujours facile à déplacer. Et pour cause, eh bien, ils n'ont pas été pensés à l'époque, quand on a refait ce lieu, pour être modulables. C'est pourquoi la réorganisation de la halle sera pensée pour plus de modularité. Et puis, deuxièmement, l'endroit où nous nous trouvons constitue presque historiquement le quartier des métiers de bouche, de l'hypercentre-ville. Ferme du centre, non loin, le traiteur, chocolatier, poissonnier, fromager, pâtissier, tous concentrés autour de la halle. C'est ce parcours marchand que nous voulons renforcer en créant un hall au sein même de la halle, et ce sera celui où nous nous trouvons, un hall qui sera plus permanent que le reste du marché. Qu'entendons-nous par hall plus permanent? Aujourd'hui, le marché est ouvert le mercredi, le samedi et le dimanche. Ce que nous proposons,
c'est de rajouter 2 demi-journées entre le mercredi et le dimanche, à savoir le jeudi matin et le vendredi matin, pour plus d'offres, plus de jours, plus d'horaires élargis et toujours en maintenant une offre qualitative. Sur ce hall semi-permanent, on a imaginé également, ou en outre, l'installation d'un point gourmand. Vous savez, pour ceux qui ont visité d'autres halles de commerce, cela se fait beaucoup dans beaucoup d'endroits, non loin d'ici, à Reims, à Troyes. Il y a, dans l'enceinte même des marchés couverts, il y a bien souvent un point gourmand qui a été installé. Ce point gourmand sera accompagné également d'une terrasse qui permettra de déguster des produits, pourquoi pas du marché, boire un verre quand on rencontre par exemple Dominique Vatel. Quand je te croiserai au marché, eh bien, je pourrai t'inviter à boire un verre, pour que nous créions justement, pour créer une atmosphère conviviale et entre citoyens, c'est le vivre ensemble qui sera mis en avant. Alors, il y aurait donc 2 espaces dans cette halle au bout de notre schéma. Un premier espace ouvert les mercredis, samedis et dimanches, et puis un autre espace semi-permanent ouvert de manière plus récurrente dans la semaine. Alors vous allez me dire, au cœur de cette réflexion, qu'avez-vous fait de la pensée, de l'idée, de l'avis des commerçants? Eh bien, les commerçants, vous en doutez, sont au cœur de ce projet en termes de concertation. De multiples réunions et groupes de travail se sont tenus depuis pas mal de temps. Pourquoi faire? Pour dessiner les futurs espaces et leur fonctionnement. Je ne vous cache pas qu'on a même monté des ateliers où on a dit « dessine-moi une halle ». Cette concertation, elle a pris du temps, mais pour autant, nous devrions débuter les travaux en septembre 25. Et je conclurai mon propos en disant que quel que soit le calendrier, le marché ne sera jamais interrompu. Les travaux seront réalisés évidemment en toute intelligence, de manière phasée par hall, et chaque hall sera déplacé dans un bâtiment modulaire que nous installerons place Godard. Voilà, Monsieur le maire, Clémence et chers concitoyens, ce que j'avais à vous dire. Merci Martine. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? On n'en a pas en ligne encore. On en est. L'idée d'avoir le jeudi matin et le vendredi matin d'ouvert, s'il peut y avoir les apéros gourmands à 11h, ouais, pourquoi pas. Ouais. Alors, les apéros gourmands, c'est pas nous qui les organisons. On les autorise. Et on essaie d'autoriser le maximum de choses sur cette halle pour qu'elle ait effectivement une multitude d'usages. Son usage principal, c'est évidemment d'accueillir des marchés. Mais elle peut avoir d'autres usages. Il y a eu des soirées dansantes, il y a effectivement des apéros gourmands, il y a plein de choses effectivement qui s'y déroulent, et il en faut d'autres encore, bien évidemment. Mais c'est pas nous qui organisons ces manifestations-là. Donc on ne fera pas l'apéro gourmand, en tout cas pas nous, à 11h. Enfin, si vous voulez les organiser, il n'y a aucun problème. Est-ce que vous avez d'autres questions concernant le marché? Ah, monsieur, le micro arrive. Ben, dans tout ça, vous n'avez pas parlé du financement, parce qu'avec tout ce qui a été dépensé là, Notre-Dame, bon, c'est tout. Alors vous avez raison, cette question elle n'est pas mineure, loin s'en faut. Tous nos projets, cher monsieur, ont été évidemment programmés, mais programmés au niveau des travaux, mais aussi programmés au niveau budgétaire. Et si votre question est combien cela coûte, je peux vous répondre que l'ensemble des travaux coûte 1,8 million TTC. Oui, pour le marché uniquement, sur la place Foch, c'est beaucoup plus volumétrique. On est autour de 5 millions, si je ne dis pas de bêtises. C'est beaucoup plus complexe sur la partie qu'on évoquait tout à l'heure, le premier sujet, la Percée Saint-Dominique, puisque là, par exemple, les travaux en cours ne nous coûtent rien.
C'est celui qui va demain louer les logements, qui aujourd'hui les produit et donc finance les logements en question. Donc ça ne nous coûte rien pour ce qui nous concerne. Donc la percée en tant que telle nous a coûté des sous, parce qu'il a fallu faire la rue, etc., etc. Mais c'est le bailleur qui a réorganisé l'ensemble du quartier, qui s'est occupé de tout le reste. Donc c'est pas quelque chose qui nous a coûté énormément d'argent sur le budget de la ville, j'entends. Ça a coûté des sous, hein, en tant que tel, mais c'est pas la ville qui a payé. Ah, madame. Toujours le micro. Est-ce que le fait d'ouvrir le marché le jeudi et le vendredi va diminuer l'affluence du mercredi, du samedi, notamment le samedi? Alors, vous avez raison de poser cette question, car c'est l'idée de partager le marché au sens économique. Nous avons fait des études d'impact avant de nous lancer dans cette réflexion, et ces études d'impact nous invitent à penser, je dirais de manière optimiste, les choses, mais effectivement, c'est l'expérience qui le dira. Hein. Toujours le micro. Les commerçants qui viennent des Ardennes et de plus loin aussi, vont-ils continuer à venir 4 fois ou 5 fois par semaine? Alors vous abordez la question de l'organisation de ce nouveau schéma. Un premier principe, nul commerçant ne sera obligé, s'il ne le veut pas, s'il ne le peut pas, de venir les 2 demi-journées supplémentaires. Premièrement. Deuxièmement, là aussi, nous fonctionnerons par appel à projet pour identifier les commerçants qui seront partants parce qu'ils le peuvent, parce qu'ils sont organisés pour le faire, pour assurer 2 demi-journées par semaine en plus. Et imaginons qu'aucun des commerçants de notre marché ne puisse venir pour des raisons qui le concernent et que nous respectons. Nous ferons un appel à projet pour voir si à l'extérieur, nous ne pouvons pas rendre ce service à nos concitoyens d'offrir un marché semi-permanent avec 2 demi-journées en plus le jeudi et le vendredi. Alors, une réponse complémentaire par rapport à ce que vient d'évoquer Martine, qui est absolument essentielle. On fait ce projet sur le marché pour évidemment avoir un service supplémentaire apporté aux Chalonnais qui habitent en centre-ville, bien sûr. On fait ça évidemment pour changer un peu les usages de cette halle et pour attirer un peu plus de clients. On le fait évidemment pour une vocation patrimoniale, parce qu'on a ici un site superbe. Il y a un autre sujet tout aussi essentiel. Nous sommes confrontés, et c'est normal, à des concurrences sur un territoire. Il y a des concurrences avec la périphérie, qui a une offre commerciale alimentaire qui est différente. Les grandes surfaces alimentaires, par exemple. Et puis vous avez des nouvelles chaînes de magasins qui se sont spécialisées dans un univers qui ressemble peu ou prou à un marché. Bon, il y en a quelques-uns qui sont installés comme ça à Châlons. Et ces types d'enseignes-là, et c'est normal, hein, c'est pas un reproche que je leur fais, c'est leur boulot, tirent beaucoup de clients qui pourraient venir au marché. Donc il faut qu'on essaye, et on n'y arrivera peut-être pas, de créer, nous, une offre de service ici plus forte pour effectivement essayer de générer aussi de la concurrence au bénéfice du centre-ville, au bénéfice du marché, pour face à ce développement-là. Et on estime, on verra, que c'est peut-être en offrant plus de demi-journées d'ouverture qu'on pourra générer plus de clients. C'est le bon vieux débat entre l'offre et la demande. On pourrait avoir un débat philosophique sur le sujet. Est-ce qu'il faut soutenir la demande? Est-ce qu'il faut soutenir l'offre? Quelle est la poule, quel est l'œuf? C'est un débat compliqué qui nous occupe depuis 150 ans les uns et les autres. Mais voilà, c'est un peu cette idée-là de dire que notre idée, c'est pas de partager le gâteau en plus de demi-journée, mais d'élargir la taille du gâteau, c'est-à-dire de récupérer une clientèle supplémentaire qui ne se ferait pas au détriment des jours d'ouverture actuels. Dans la rénovation du marché, est-il prévu quelque chose sur
la consommation énergétique du bâtiment. Alors, parmi les travaux que nous allons faire sur le marché, il y a évidemment, votre question me conduit à dire qu'est-ce qu'on va faire comme travaux bâtimentaires. On va travailler le sol, on va rénover le mobilier, on va travailler l'acoustique et les luminaires, on va travailler sur le chauffage et sur l'aménagement technique des accroches, etc. Sur l'aspect, comment dirais-je, énergétique, c'est une halle c'est ouvert aux 4 vents. Donc empêcher le vent de rentrer, ce serait quand même un défi. La toiture est en bon état. Les lumières, le chauffage. De quoi vous voulez me parler, monsieur, s'il vous plaît? L'éclairage. Oui, bien sûr, l'éclairage. Le chauffage, l'isolation. Et est-ce qu'il y aura sur l'éclairage, on travaillera avec du LED, évidemment. Oui. Mais sur le reste, comme l'a dit monsieur le maire, c'est un bâtiment qui, par définition, est une passoire et il n'est pas question d'investir là-dedans pour en augmenter le... Je te coupe un instant, c'est pas une passoire. Le bâtiment en tant que tel est ouvert sur la moitié de son niveau. Vous le voyez autour de vous, hein, on est dedans. Il est à peu près fermé en rez-de-chaussée. Alors vitré, donc c'est pas toujours ultra efficace, mais surtout il est totalement ouvert au-dessus. Donc il n'y a pas d'isolation, évidemment, possible, sauf à fermer complètement le bâtiment. Ce qu'il est possible de faire, c'est 2 autres choses. C'est évidemment, comme l'a évoqué Martine à l'instant, de travailler sur les luminaires pour qu'on ait un peu moins de consommation sur les luminaires. Et on n'a pas vocation à surchauffer le bâtiment. L'hiver, il continuera à faire plus froid ici qu'en été. Voilà. C'est pas le froid que je parle. Moi, c'est sur par exemple la toiture, récupération d'eau de pluie, production d'énergie électrique avec les panneaux photovoltaïques, etc. C'est là-dessus, moi, je parlais. Alors, juste un point là-dessus. Comme on l'a évoqué tout à l'heure, on est sur un bâtiment patrimonial. On est sur un bâtiment classé. Et donc, sur un bâtiment classé, vous ne mettez pas de toiture photovoltaïque. À tort ou à raison, peu importe, mais demain, on ne va pas sur l'église Notre-Dame-en-Vaux ou sur la cathédrale foutre du photovoltaïque, alors qu'il y a peut-être les surfaces pour le faire. Mais ce bâtiment-là est un bâtiment patrimonial, il est classé, donc il n'a pas vocation à accueillir ce type de panneaux. Il y a plein d'endroits où on va en mettre des panneaux, plein, mais effectivement pas sur ce type de bâtiment. Oui, j'ai cru comprendre que dans la rénovation, il serait créé un sanitaire public. Est-ce qu'il est prévu d'en faire d'autres ailleurs dans Châlons? Merci d'avance. Merci pour cette habituelle question. Et donc, je ne vais pas te faire l'habituelle réponse, parce que tu la connais par cœur. Mais effectivement, on a un sanitaire qui est là, qui est un sanitaire qui, aujourd'hui, est un sanitaire qui n'est utilisable que lorsque la halle est ouverte. Quand la halle est fermée, ce n'est pas utilisable. Bon, on va simplement retourner l'entrée des sanitaires pour que ces sanitaires soient utilisables tout le temps et nous permettent effectivement d'avoir un sanitaire public ouvert à tout le public plus régulièrement, enfin tout le temps en l'occurrence, hein, c'est l'objectif qu'on s'est donné. Là encore, quand on peut le faire, on le fait. Et quand on fera le solde global du nombre de sanitaires avant la suppression des sanisettes et après la suppression des sanisettes, on verra qu'il y en avait plus après qu'avant, sans avoir rajouté des coûts de fonctionnement surdimensionnés. Et donc voilà, on le fait comme ça et ça marchera assez bien, je pense. Sur Internet, on a une question qui vient d'arriver. La halle semi-permanente, pourquoi pas toute la semaine finalement? Parce que déjà, 5 demi-journées par semaine, c'est déjà, permettez-moi de le dire, un défi, hein, et on ne va pas se mentir. Il nous apparaît que rajouter en plus le lundi, mardi matin, ça ne nous apparaît pas très pertinent. Mais si par exemple nous étions débordés par le succès des 5 demi-journées, rien n'est inscrit dans le marbre
Et tout, j'oserais dire, est réversible. Et c'est ça aussi l'intelligence, je crois, de notre projet. C'est que on veut relever des défis pour vraiment faire en sorte que la halle, elle conserve sa force de frappe par rapport à la périphérie, parce que nous sommes convaincus que la halle, elle est concurrentielle, véritablement, et nous voulons lui donner absolument toutes les chances de développer son caractère concurrentiel le plus possible. Si nous étions dépassés par le succès des 5 demi-journées, rien ne nous empêche d'aller plus loin, y compris les après-midi. Mais commençons step by step. Je crois, il faut être honnête, je le suis devant vous, c'est déjà un défi. Essayons de relever ce défi correctement et après nous monterons en puissance si l'avenir nous sourit. De ce point de vue-là. Est-ce que vous avez d'autres questions concernant la halle dans la salle? Non, il n'y en a pas en ligne. Merci Martine. Je vous propose de passer aux questions diverses dans la salle et sur les réseaux. La parole est à vous. On a déjà eu une question sur Internet. Avez-vous la possibilité d'intervenir pour faire tailler les arbres de l'ancienne chambre de commerce rue des Augustins? Ils couvrent la moitié de la voirie. Oui, on va faire ça. Geoffrey va s'en occuper. C'est pas lui qui va tailler, hein, bien sûr, mais c'est lui qui va commander la prestation. Donc on doit pouvoir faire ça assez vite. En effet, donc on va s'en occuper. Oui, mais c'est pas interdit de lui demander. Et puis quand ça déborde sur la rue, ça doit être privé. Je pense qu'on a quand même la possibilité de le faire, non? Si mes souvenirs sont bons, quand ça déborde, on doit pouvoir faire quelque chose quand même. Je crois que cette réunion concernait le centre-ville et la vallée Saint-Pierre. Alors déjà, à l'ordre du jour, il n'y avait pas la vallée Saint-Pierre. Et là, temps d'échange, donc la vallée Saint-Pierre, on zappe complètement. On est clair, c'est clair. Et donc, deuxième point, je viens d'apprendre la suppression du cabinet médical rue Sabatier. Plus de médecins dans notre quartier. Or, c'est un quartier qui compte... Oui, où il y a quand même beaucoup de personnes âgées. Comment vont-elles faire? Quel est le médecin le plus près? Je ne sais pas où il se trouve. Alors, que peut faire la mairie? Je n'en sais rien. Mais ce que je constate quand même, c'est que l'adjointe qui était en charge de la santé, sauf erreur de ma part, était M. Deveau, et il n'a pas été remplacé. Qui s'occupe de la santé maintenant au niveau de la mairie? Je ne sais pas. Donc alors, ça me pose quand même question. Et c'est un point très important. Alors, plusieurs éléments de réponse par rapport aux deux sujets que vous avez évoqués qui sont légèrement évidemment différents. Le premier sujet, c'est le découpage des conseils de quartier que nous avons fait il y a quelques années, avec 4 conseils de quartier maintenant. Attendez. J'ai bien compris. Donc, on est effectivement sur un conseil de quartier qui est un des 4 de Châlons. Et ce conseil de quartier occupe le centre-ville et la vallée Saint-Pierre. Et donc, nous avons évidemment invité les habitants du centre-ville, les habitants de la vallée Saint-Pierre. Quand vous faites un conseil de quartier sur la rive gauche, à l'ordre du jour, vous n'avez pas toujours un sujet sur un des 3 sous-quartiers de la rive gauche, puisque vous avez le Mont-Saint-Michel, vous avez le quartier Orléans et vous avez le quartier de la Bidée. Donc il y a 3 quartiers, en fait, quand on parle de la rive gauche. Et on ne traite pas à chaque fois les 3 sous-quartiers du conseil de quartier. Donc aujourd'hui, on a évoqué des questions qui concernent effectivement, vous avez raison, que le centre-ville. La prochaine fois, il y aura des questions pour le centre-ville et pour la vallée Saint-Pierre. Et puis, vous n'êtes pas sans savoir, puisqu'on s'y est vu, qu'il y a une association puissante, dynamique, probablement la plus puissante de Châlons en termes d'association de quartier, sur le quartier de la vallée Saint-Pierre, qui avait une assemblée générale il y a quelques mois, à laquelle j'étais présent, qu'on s'est revu quelques semaines après, c'est-à-dire il y a 10 jours, je crois, pour lister pendant à peu près 1h30 à peu près l'ensemble des questions, des problématiques propres au quartier de la vallée Saint-Pierre. Donc oui, évidemment qu'on échange sur le quartier de la vallée Saint-Pierre sur son devenir. Il n'y a pas eu de questions sur Internet. S'il y en a qui nous écoutent et qui veulent nous poser des questions sur la vallée Saint-Pierre, on y répondra
avec grand plaisir. Sur la suppression du cabinet médical rue Sabatier que vous évoquez, vous me l'apprenez. Donc on va évidemment se renseigner très très vite, mais j'apprends cette information à l'occasion de cette réunion de quartier. Je vous dis pas que Lise Magnier n'est pas au courant. Pardon, je vous dis pas que Lise Magnier n'est pas au courant. Je vous dis que moi, je le découvre ce soir. Mais vous savez, c'est pas parce qu'on est proche qu'on s'appelle toutes les 5 minutes et qu'on se donne tout le temps toutes les informations toutes les 5 minutes. Donc je vous répète, et on va pas passer 3 plombes sur le sujet, oui, mais pas 3 plombes pour savoir si je le savais ou si je le savais pas. Je vous répète que je n'étais pas au courant et que je l'apprends ce soir. Et ce qui c'est une vérité, et j'en doute pas bien évidemment, c'est évidemment une très mauvaise nouvelle. Premier point, et donc on va se renseigner pour essayer de comprendre pourquoi, etc. etc. Premier point. Deuxième point, la santé n'est pas une compétence du conseil municipal. Ce n'est pas une compétence du conseil municipal. Laissez-moi finir, je vous promets, je vais y revenir et je vais répondre à toutes les questions que vous avez posées, je vous rassure. Donc je répète que la santé n'est pas une compétence du conseil municipal, c'est une compétence des agences régionales de santé, c'est une compétence de la CNAM, bref, c'est une compétence de l'État, pas de la région, pas du département, pas de l'interco, pas de la ville, mais de l'État. Et c'est très bien d'ailleurs, hein. Je n'ai pas de problème par rapport à ça, je ne demande pas telle ou telle compétence supplémentaire. Je pense d'ailleurs, il y a eu un certain nombre de rapports ces dernières semaines sur ces sujets-là, que si chacun s'occupe de son boulot et pas du boulot de l'autre, on s'en occupera beaucoup mieux. Parce que la tendance naturelle qui consiste à demander à tout le monde de s'occuper de tout n'est pas, me semble-t-il, une bonne tendance, parce que je pense que ça crée plus de bordel qu'autre chose. Il n'en demeure pas moins que c'est un sujet, la santé, tellement important que quelque part on ne peut pas, nous, ville de Châlons, mais comme beaucoup de villes, se désintéresser du sujet. Et notamment face à la désertification médicale que nous avons comme partout en France, et au vieillissement de la population médicale qui fait qu'on sait que dans les 10 ans qui viennent, on va avoir un nombre de médecins qui vont partir à la retraite qui est assez conséquent. Et donc, on a effectivement Jean-Louis Deveau, vous l'avez évoqué, qui, paix à son âme, avant de nous quitter, était en charge de ce dossier, de cette question adjoint au maire en charge de la santé. Aujourd'hui, c'est le Centre communal d'action sociale, et donc sa présidente, en l'occurrence Elisa Cheyer, qui est en charge de la santé. On a concentré l'ensemble du traitement de cette question-là au Centre communal d'action sociale, qui est, pardonnez-moi l'expression, mais grosso modo une filiale de la ville de Châlons. Donc c'est le CCAS qui s'occupe des questions de santé, c'est eux qui sont en charge, par exemple, de discussions actuellement avec les salariés, avec les médecins salariés de la mutualité française. Vous avez peut-être en tête que les médecins salariés de la mutualité française seront, dans les semaines qui viennent, licenciés par la mutualité française. Et donc, on est en train de regarder, de discuter pour savoir quel type d'organisation on peut trouver avec eux pour effectivement garder ces médecins-là sur le territoire chalonnais. C'est avec le CCS et la SEPCH en l'occurrence qu'on a créé la maison de santé qui est rue de la Marne. C'est avec aussi la commune de Saint-Martin-sur-le-Pré qui a été créée, la maison médicale de Saint-Martin-sur-le-Pré. Donc, on a essayé d'en créer une rive gauche. Pour l'instant, on n'a pas trouvé l'équipe médicale susceptible de porter un projet rive gauche. On n'a pas réussi. Bon, ben c'est comme ça. Parce que le principe général des échecs que nous avons eus, je pense notamment au projet qu'on avait eu sur Schmitt, sur lequel on n'a pas réussi à finaliser le projet, et du coup, la maison médicale est quand même restée sur le territoire, mais est partie sur Saint-Martin. Nous avons raté ce truc-là, et on a appris une chose de nos échecs, c'est que, en gros, il faut d'abord et avant tout un projet médical. En gros, une équipe de médecins, d'infirmières qui s'organisent ensemble pour porter un projet médical. Nous, on peut les aider, les accompagner sur le plan immobilier, leur trouver des locaux,
aider au financement des travaux, etc., etc. On peut faire ça, mais il faut d'abord un projet médical. Donc le CCAS essaie d'organiser cette mise en liaison de différents professionnels de santé pour créer des maisons de santé, et c'est en tout cas l'objectif que l'on va faire. Alors, voilà à peu près le schéma qu'on imagine de ce que l'on fait sur ce territoire en matière de santé. Pour la question spécifique que vous posez de la vallée Saint-Pierre, j'ai pas les éléments de réponse. Promis, on va les trouver et passer l'info très vite sur ce qui se passe et sur quelle réponse sera adaptée par rapport à ça. Oui, simplement, là c'est un élément de désaccord assez régulier que nous avons ensemble. Les communes possèdent ce qu'on appelle la compétence générale. On ne leur a pas encore retiré, ça viendra. Mais pour le moment, rien n'empêche une commune d'avoir une politique de santé et avoir même un projet médical local, etc., etc. Je voulais simplement dire ça parce que c'est un choix assumé que vous faites, mais rien ne nous empêche d'avoir un choix différent en la matière. C'est tout ce que je voulais dire. Alors, ce que vient de dire Dominique Vattel est évidemment 100% juste. Les communes ont ce qu'elle appelle une clause de compétence générale, donc elles ont en droit la possibilité de tout faire. Si je le traduis de façon ultra caricaturale, on a donc le droit d'avoir un ministère des Affaires étrangères à Châlons et on a le droit d'avoir une armée à Châlons. Donc on peut tout faire. Bon, dont taxe, c'est peut-être un peu plus subtil et un peu plus complexe que ça. En gros, une commune, elle a des compétences obligatoires. Notre boulot, c'est de nous occuper de la voirie communale. Notre boulot, c'est de nous occuper des parcs et jardins de la ville. Notre boulot, c'est de nous occuper des écoles chalonnaises. Notre boulot, c'est ça. Toute cette liste-là, ce sont des compétences générales obligatoires, obligatoires pour nous, et on le fait. Ensuite, on a la possibilité finalement d'intervenir sur tout. On peut intervenir sur l'enseignement supérieur. On peut intervenir, c'est plus compliqué d'ailleurs, sur le développement économique. On peut intervenir sur la santé. Et donc évidemment qu'on va au-delà de nos compétences obligatoires. Parce que si on n'allait pas au-delà de nos compétences obligatoires, le CCAS n'aurait pas monté la maison de santé de la Marne qu'on vient d'évoquer, etc., etc., etc. On ne serait pas en train de discuter avec les médecins que j'évoquais tout à l'heure de la mutualité française, etc., etc. Donc oui, on le fait. Mais je veux juste remettre l'église au milieu du village, parce que je considère, et c'est un débat qu'on a eu à plusieurs reprises avec un certain nombre d'entre vous, et notamment Dominique Vattel, que, en gros, dans les difficultés françaises, c'est que plus personne ne sait qui est en charge de quoi. Et j'aimerais bien qu'on essaie de clarifier tout ça, et qu'on dise la région fait ça, le département fait ça, que ce soit ultra clair, la ville fait ça. À force d'avoir tout le monde qui finance à peu près tous les projets et qui s'occupe à peu près de tout, la conclusion, c'est qu'on ne sait plus qui est responsable de quelque chose, qui est en charge de quelque chose et qui on doit aller voir pour dire là il y a un problème, vous me le réglez parce que c'est votre compétence. Et je pense qu'un peu de clarification en la matière serait, de mon point de vue, plutôt une bonne chose. Il n'en demeure pas moins, comme je l'évoquais tout à l'heure, qu'on fait des choses sur la santé. Il se trouve que le maire de Châlons est de droit le président du centre hospitalier de Châlons. C'est à ce titre-là, non pas avec une casquette de maire, mais avec une casquette de président du conseil de surveillance du centre hospitalier, qu'on a poussé de façon forte avec l'agence régionale de santé pour la reconstruction de l'hôpital qui se fera en 3 phases. La première phase est maintenant financée, arrêtée dans le schéma des travaux, datée dans les travaux qui vont se faire et qui vont commencer l'année prochaine. De la même façon que l'EHPAD de l'hôpital a été reconfiguré à 100% avec une trentaine de millions d'euros d'investissement. Et là encore, c'est l'hôpital avec son président du conseil de surveillance qui l'a porté. Même si, précisons les choses, le financement de tout ça est un financement 100% État, ou plutôt 50% grosso modo l'hôpital lui-même sur son propre budget,
Et puis le reste est payé 100% par l'État, mais c'est quelque part l'influence avec l'équipe de l'hôpital, l'influence que nous avons supportée qui a poussé l'État à faire ce type de choses-là. Donc là encore, on a une intervention sur la santé, mais encore, je me répète, je pense qu'on a besoin d'une clarification des compétences des uns et des autres pour qu'on arrête de tous tout faire, parce que je ne suis pas sûr que ce soit ça. Oui. Ça me rassure, M. Apparu, de vous entendre dire, de parler des compétences obligatoires. Dernière fois que nous avons échangé, vous avez dit, plutôt pas que moi, par exemple, concernant les compétences des départements, tous les départements en politique se ressemblent puisqu'ils ont les mêmes compétences obligatoires, ils ont les mêmes, comment je veux dire, sont soumis au même code territorial. Hein. Alors pourquoi avoir dit que les départements en politique ils étaient différents? Pourquoi avoir dit que les départements étaient différents dans le domaine de la politique? Bon, de la gestion, je veux dire. Je ne suis pas sûr de bien entendre ce que vous évoquez. Et l'idée qui consiste à me répéter des choses que j'ai dites il y a X années... départemental. J'ai sûrement dit plein de choses à plusieurs moments, bien évidemment. Mais si j'ai bien compris votre question, vous avez effectivement un département, une région, une commune, une interco qui ont des compétences différentes. Qui ont des mêmes compétences, pardon. Le département de la Marne a les mêmes compétences que le département de la Seine-Saint-Denis, que le département d'où vous voulez. C'est les mêmes compétences. C'est une évidence. Pas de débat par rapport à ça. Et eux, à la différence de la commune, ils n'ont pas ce qu'évoquait Dominique Vattel, la clause dite de compétence générale, c'est-à-dire la capacité d'intervenir sur tout ce que nous avons nous. Bon. Ben, il n'en demeure pas moins que vous avez beau avoir les mêmes compétences, vos choix politiques pour exercer la compétence peuvent être X ou Y. Et un département dirigé par le Parti communiste, ou un département dirigé par le Parti socialiste, ou un département dirigé par les LR, ou par qui vous voulez, il aura beau avoir les mêmes compétences, il ne va pas exercer ces compétences-là de la même façon, parce qu'il y a des choix politiques qui vont effectivement pousser dans telle direction ou dans telle autre, insister sur tel point ou tel point. Certains vont insister sur les routes, d'autres vont insister sur la dimension sociale du département. Premier élément de différence. Puis ensuite, vous avez un deuxième élément de différence qui est majeur. Le département de la Lozère, 48 000 habitants, et le département du Nord, 3 millions d'habitants, ils ont les mêmes compétences, ils ne sont pas gérés tout à fait de la même façon parce que les problématiques n'ont strictement rien à voir, même s'ils ont les mêmes compétences. Ils sont pardon, mais ne confondez pas les compétences et la façon de les exercer. Sinon, vous allez considérer que demain, au hasard, un département est gagné par le Rassemblement national, par exemple, bon, mais qui serait géré de la même façon qu'un autre département géré par le Parti communiste. Si c'est la façon dont vous voyez les choses, je ne crois pas, puisqu'il me semble que vous avez un engagement politique, tant mieux d'ailleurs. Mais donc, évidemment, si vous voulez, je vous propose, on va vous redonner le micro dans 2 minutes, mais si on pouvait éviter de se couper l'un l'autre, sincèrement, le débat gagnerait en qualité. Donc, je me répète, vous avez, oui, la même compétence, oui, le même code pour les uns et pour les autres, mais heureusement, les élus du peuple que nous sommes ont la possibilité de faire des choix qui sont différents. Et la politique menée par le Rassemblement national, par le Parti communiste, par les LR ou par qui vous voulez, ou par des gens qui ne sont pas étiquetés, ce qui est mon cas, ne sont pas les mêmes. Et puis enfin, vous avez beau, je me répète, soumis au même code, soumis aux mêmes règles, quand vous appelez la Lozère, département rural, avec une capitale qui s'appelle Mende, qui doit avoir 12 000 habitants, si je ne dis pas de bêtises, à vérifier sur Internet, pour un département qui, je crois, en fait 48, vous ne pouvez pas le comparer en type de problématique et donc de politique publique avec le département du Nord,
qui fait 3 millions d'habitants, si je ne dis pas de bêtises, et qui a pour capitale Lille, qui est une métropole qui doit faire 5 ou 600 000 habitants. Les problématiques n'ont strictement rien à voir, et donc les politiques publiques qui sont menées ne seront pas les mêmes. Pour répondre à la question de madame, qui était « mais qui peut changer ces questions de compétences, etc. c'est la loi, personne d'autre. Donc, vous avez, à l'heure où l'on parle, non, pas forcément, parce que à l'heure où l'on parle, vous avez 2 rapports qui viennent de sortir. Un rapport de du maire de Charleville-Mézières, Boris Ravignon, et un rapport d'Éric Woerth, ancien ministre du Travail, ancien ministre du Budget aussi d'ailleurs, qui viennent faire sur des choses différentes 2 rapports assez complets sur justement tous ces problèmes-là d'enchevêtrement de compétences des différents étages administratifs français. Je ne sais pas si ça va générer une simplification, je l'espère en tout cas, mais en tout cas, on sait qu'on a à un moment ou un autre cette question-là à traiter en France. Est-ce que vous avez d'autres questions? On n'en a pas sur les réseaux sociaux. Oui, je voulais simplement dire que les Chalonnais et notamment l'association dont je suis secrétaire, les Amis du Vieux Chalon, mais enfin beaucoup de Chalonnais sont heureux d'avoir retrouvé le jet d'eau plasticier. Mais peu comprennent pourquoi on a élevé cet anneau, ce petit muret tout autour, à une hauteur, semble-t-il, trop importante. Alors, il n'y a pas de motivation particulière. On a un problème, c'est que si vous regardez le muret, il n'a pas la même taille partout. Tout simplement parce qu'on a un terrain qui n'est pas plat, qui n'est pas droit, donc il faut qu'on récupère les différences de hauteur pour avoir évidemment une surface plane. Donc on a évidemment une taille qui n'est pas la même d'un côté et de l'autre, enfin à différents endroits, pour avoir quelque chose qui soit plat, évidemment, parce qu'une fontaine qui n'est pas plate avec de l'eau, ça pose évidemment un certain nombre de problèmes. Donc c'est vrai qu'il y a une partie du muret qui est relativement haute par rapport à l'autre partie. C'est pour garder effectivement le bon niveau d'eau que nous avons. Voilà, tout simplement. Bon, après derrière, c'est comme toujours, les goûts et les couleurs, c'est toujours un peu compliqué de se mettre d'accord dessus. Le micro. Alors, on a, je crois... Attends, le micro. Oui, je pensais qu'on allait peut-être installer des plantes, des fleurs, quelque chose qui va masquer ce muret gris et qui dépare un petit peu. C'est dommage. Alors, comme on l'évoquait à l'instant, les choix architecturaux, les goûts et les couleurs, c'est toujours compliqué. Et effectivement, si on interroge individuellement chacune des personnes qui est dans cette salle, je pense qu'on aura chacun un point de vue un peu différent, et ça je l'aurais fait comme ça, et ça je l'aurais fait comme ça. C'est normal d'ailleurs. Bon. Là où on a fait un choix très fort, je crois, sur l'ensemble des travaux qui ont été faits sur l'église de Notre-Dame-en-Vaux, c'était d'abord de remettre en valeur l'église en tant que telle. Bon. Et j'ai d'ailleurs beaucoup de questions depuis qu'on a fait ces travaux-là. J'ai beaucoup de questions sur maintenant quand est-ce que vous vous occupez de l'église. Et je ne vous cacherai pas que ça me fait couler quelques suées, parce que quand il va falloir traiter l'ensemble de l'église, il y en a pour des sommes absolument pharaoniques. Bon. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est l'année prochaine, on a décidé ça avec la direction régionale des affaires culturelles de l'État, on va financer une étude pour savoir, grosso modo, qu'est-ce qu'il y a à faire, combien ça coûte, et en combien de temps on peut le faire. Bon, le phasage. Je vous donne un exemple. La basilique Saint-Rémy à Reims, c'est 60 millions d'euros de coût. 60. Je vous imaginez les volumes que ça représente. Et je crois qu'ils ont décidé, si je ne dis pas de bêtises, de le faire sur 45 ans. Bah, une petite tranche tous les ans. Bah. Donc je ne sais pas si on le fera comme ça, mais en tout cas, ça vous donne des échelles. On ne sera sûrement pas à 60 ici, parce qu'elle est en bien meilleur état que l'était Saint-Rémy, donc on n'aura pas du tout le même type de programme. Mais on va être quand même sur des volumes qui seront assez élevés. Et donc on va financer une étude l'année prochaine pour savoir combien ça coûte, qu'est-ce qu'il faut faire
et en combien de temps, grosso modo, on peut le faire. Donc, on a fait ça pour mettre en valeur Notre-Dame-en-Vaux. Et puis, on a fait ça pour diminuer un peu la place de la bagnole et laisser plus d'espace public aux piétons sur cet outil-là, sur cette place-là, pour apaiser, pour reprendre le terme que vient d'utiliser Martine, pour apaiser les circulations sur cet espace-là. Et on a énormément, c'est là où je voulais en venir, végétalisé cet espace public par rapport à ce qu'il était avant. Alors on aurait sûrement pu en faire plus, et peut-être qu'on aurait pu faire le tour de la fontaine. C'est pas le choix qui a été fait à ce moment-là. Et d'ailleurs, je vous annonce que, pour ceux qui ne le savent pas, Jean Talon va revenir assez vite. Je crois que c'est le 11 juin, un truc comme ça. Donc dans quelques jours, la semaine prochaine, c'est ça? Entre le 11 et le 14, donc j'avais peut-être le 11, on va reposer la statue donc la semaine prochaine. On a une question qui est arrivée sur Internet. Jean Talon, c'est bien le 11. Est-il prévu des rues aux écoles, c'est-à-dire des abords d'écoles libérés des voitures? Alors, c'est une vraie question. Ces rues aux écoles, vous les avez peut-être vues sur Internet si vous tapez ça. C'est quelque chose qui a été imaginé principalement, en tout cas de ce que j'ai vu pour l'instant à Paris. Il y a un certain nombre d'expériences qui ont été faites sur les rues aux écoles. Nous, ce qu'on a fait pour l'instant, c'est ce qu'on a appelé les cours buissonnières. C'est-à-dire que grosso modo, on aura repris toutes les cours des écoles d'échelon pour désimperméabiliser, donc en gros enlever du bitume et effectivement créer des zones de fraîcheur et des zones désimperméabilisées, nous permettant effectivement d'avoir beaucoup plus de verre et d'avoir de l'infiltration des eaux pluviales. On aura fait 100% des écoles chalonnaises en 5 ou 6 ans. Traditionnellement, on a 25 écoles à Châlons. Hein. Habituellement, on faisait une cour d'école par an. Là, on a accéléré le process et on aura fait les 25 en quelques années. Ensuite, la deuxième question qui se pose, et qui est posée par Internet, c'est la rue aux écoles. C'est-à-dire, en gros, comment on fait pour supprimer les circulations automobiles devant les écoles. Je le disais, Paris l'a fait. Alors, Paris, il y a un poil plus de transports en commun. Il y a sûrement plus de proximité au regard de la densité de l'habitat dans les écoles. Je ne dis pas que c'est plus simple, mais en tout cas, ça peut l'être. On a essayé il y a quelques semaines, je ne sais pas si certains l'ont en mémoire, d'inverser les sens de circulation dans certaines rues du centre-ville pour faciliter l'accès à certaines écoles. Vous avez vu le volume d'engouement, tu es bien placé pour le savoir, le volume d'engouement que ça a généré. Donc je ne sais pas pourquoi, mais mon petit doigt me dit que fermer complètement à la circulation telle ou telle rue parce qu'il y a une école, c'est pas le truc qui va être le mieux compris de ceux, c'est pas intuitif, de ceux qui amènent leurs gamins le matin à l'école. Bon, mais je reste convaincu que ces idées-là sont bonnes et qu'il faudra probablement faire des tests. Je ne sais pas s'il faut des expérimentations réversibles, comme la rue traversière. Je ne sais pas si effectivement on peut ou pas fermer complètement une rue. En tout cas, il y a un truc à travailler autour de ça pour effectivement apaiser ces circulations-là, pour essayer de ramener dans ces rues-là de la verdure, sur les trottoirs. Enfin, il y a des choses à penser autour de ça. Donc, la rue aux écoles, est-ce qu'il faut faire 100% de ce qui était fait ailleurs? Peut-être. En tout cas, je trouve que c'est une vraie bonne idée et qu'il y a un vrai truc à réfléchir autour de ça. Là encore, il y a sûrement des tests à faire. Ce ne sera peut-être pas possible partout, mais il y a sûrement des endroits. Je pense à un endroit, par exemple, à une école, l'école du Mont-Saint-Michel, sur laquelle ça ne me paraît pas super compliqué de faire des aménagements urbains assez simples en la matière pour effectivement, dans l'entrée de l'école, faire quelque chose d'un peu différent de ce qui existe aujourd'hui. Il y a sûrement des choses à faire dans un certain nombre d'écoles sur lesquelles c'est plus facile que sur d'autres. Après, on verra si on arrive à progresser, à tout faire ou pas. Est-ce que vous avez d'autres questions dans la salle? On n'en a pas non plus. Monsieur. Le micro arrive. C'est une question qui va concerner l'intercommunalité. Qu'en est-il de la fameuse rocade? Alors, c'est effectivement une question qui nous concerne tous. Nous, comme Chalonnais,
parce qu'on est concerné évidemment sur les conséquences de l'absence de la rocade du boulevard périphérique. Et puis ça concerne surtout évidemment l'Interco, puisqu'on est sur les compétences tout à l'heure, puisqu'on a évoqué les questions de compétences, c'est l'Interco qui a la compétence sur ce contournement du boulevard périphérique de Châlons. Je ne vous refais pas tout le film, vous le connaissez par cœur. Il nous reste le plus compliqué et le plus cher à faire. C'est-à-dire au-dessus des voies ferrées, au-dessus de la Marne. Bon. Un projet qui coûte, dernières estimations, disons, mettons, elles ont 3-4 ans, 90 millions. Vu l'inflation qu'on a pris sur ces matières premières-là, on est probablement autour de 100 millions. À ce stade, 100 millions d'euros, on ne sait pas le financer. Bon. On ne sait pas financer 100 millions d'euros sur le budget de l'Interco. On aurait quelques subventions, bien sûr, puisque la région nous a dit qu'ils étaient capables de financer, je crois, 15%, que le département nous a dit qu'ils étaient probablement capables de financer 15%. L'État nous a dit 0%. Donc ça veut dire qu'il reste globalement quand même 70% à financer, ce qui veut dire peu ou prou 70 millions d'euros à financer sur ce projet-là. L'agglo et la ville n'ont pas la capacité sur leur budget à financer 70 millions d'euros. Voilà. Donc à ce stade, la réponse est non. Puisqu'on évoquait les compétences, pourquoi le département? Avec quelles compétences? Parce que ça ne sera pas une route départementale. Alors, tout ça est très compliqué. Très compliqué, tout ça. Là encore, l'enchevêtrement de compétences qu'on évoquait tout à l'heure, c'est que même si le département n'a pas la clause de compétence générale, il peut intervenir sur les routes et il peut cofinancer des projets portés par les collectivités locales. Et puis, il se trouve que par extrapolation, comme c'est fait pour désengorger une route qui, elle, est départementale, la traversée de Châlons via la PL30, qui, ça, est une route départementale, on peut évidemment trouver des cofinancements du département là-dessus. Mais donc, en gros, la région X%, d'où 15%, pardon, le département 15%, l'État 0%, il reste 70% à financer pour nous. 70% à financer pour nous, c'est pas jouable. Juste pour là encore avoir les échelles de grandeur, hein, chaque année, la capacité d'investissement de la ville de Châlons, c'est grosso modo une quinzaine de millions d'euros chaque année. On a dans ces 15 millions ce qu'on appelle des charges conservatoires. Des choses qu'il faut faire un peu tous les ans. Un peu de restinage de route, changement de 3 candélabres, une cour d'école à faire, enfin, etc., etc. En gros, c'est 7 millions, la moitié des 15. Bon. Pour des projets nouveaux, construire une nouvelle route, refaire complètement une route, faire un projet sur Schmitt, faire un projet sur le centre-ville, faire un projet sur le Verbeau, etc., c'est grosso modo 7 millions par an. Faire un projet sur le marché, c'est grosso modo 7 millions par an. Bon. Ben, ça veut dire qu'il faudrait 10 ans de 100% de nos budgets et on fait rien d'autre, 10 ans de nos budgets et on fait rien d'autre pour financer la contournante en question. Raison pour laquelle ça ne me semble pas réaliste. Ça ne veut pas dire que le projet n'est pas malin, ça ne veut pas dire que ce n'est pas utile, ça ne veut pas dire que si on n'avait pas les moyens, il ne faudrait pas le faire. Ça veut juste dire que c'est aujourd'hui infinançable. Wow. Est-ce que vous avez d'autres questions? On n'en a pas sur Internet. On a un week-end de danse qui se profile, on a les beaux jours qui reviennent, on a Fury qui se déroule ce week-end, je vous incite à y aller. N'oubliez pas le passage de la flamme olympique et un village les 29 et 30 juin. On vous y attend nombreux et nombreux et puis on vous souhaite une bonne soirée. N'oubliez pas que les bureaux de vote sont ouverts dimanche dans le cadre de l'élection européenne.